Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Carole Bertrand-Vivier. Eh bien, bonjour à tous et à toutes et bonjour Patrick. Alors, en 2020, vous aviez confié à Lumière de Vie votre parcours et vos passions, notamment celle pour les éléphants. 4 ans plus tard, on le voit sur les réseaux sociaux, votre passion est toujours vibrante et même vivante. Est-ce que cela veut dire que vous avez aujourd'hui un éléphant dans votre salon? Non, j'ai toujours pas d'éléphant dans mon salon. J'ai beaucoup de statues éléphants, j'ai beaucoup de cadeaux éléphants. Mais oui, je suis obligée d'aller en Thaïlande et au Kenya pour aller les rejoindre et vivre cette passion. Et puis engager des personnes aussi sur ce chemin de révélation, parce que c'est vraiment une révélation. Voilà. Et est-ce que vous osez encore justement le réel, comme vous nous disiez Mm. la dernière fois? Alors, 4 ans après, moi, je pense qu'on est dans cette humanité tragique et dans cette humanité magique. Et j'ai envie, je vais du côté de la magie le plus souvent possible. J'ai bien conscience de ce qui se passe et des tragédies, justement, mais j'ai aussi conscience de tout ce qui est semé. Il y a vraiment des belles choses qui sont engagées pour avancer, pour notre processus d'humanisation, d'évolution. Et je suis ravie d'en faire partie parce que quand je propose ces voyages en soi sur la Terre des éléphants, pour moi, c'est vraiment une parenthèse enchantée, une pépite, mais c'est aussi le moyen de transmettre cette reconnexion au vivant, à la vie vivante, parce qu'il y a des prises de conscience qui sont très puissantes, vraiment. Alors, je rappelle que vous êtes psychanalyste, psychothérapeute et naturopathe. Pour ceux qui ne nous avaient pas suivis, c'était au moment du confinement, en 2020, euh, quel est le rapport que vous faites entre votre travail et cet amour pour les éléphants? Est-ce que les éléphants ressemblent aux humains? Alors, le rapport que je fais, c'est que pour moi, on fait partie d'un collectif, d'un grand tout. On est tous en interrelation, en interdépendance. Et les éléphants ressemblent aux humains d'une certaine façon, parce ils ont une manière de vivre qui ressemble beaucoup à notre manière de vivre, justement en famille, en collectivité, avec une entraide, une, une passion pour les leurs et une protection aussi. Et ça me plaît en miroir de ce qu'on peut être ou de peut-être ce qu'on a perdu. On peut vraiment rejoindre en les observant quelque chose de précieux pour justement se reconnecter à ce lien vivant entre nous, effacer les disparités, peut-être effacer les stigmatisations, en tout cas, je ne sais pas si le mot effacer est le bon mot, mais aller vers quelque chose de plus grand que nous, quitter cette toute-puissance pour être vraiment dans ce lien d'humilité. Et les éléphants nous amènent vraiment dans cet aspect-là. Non seulement on se connecte à sa véritable nature par la magie de la rencontre, mais je pense qu'il y a des vraies prises de conscience du rôle que nous, en tant qu'humains, on a à jouer puisqu'on est des êtres langagiers, des êtres complexes, et enfin, pour moi, nous avons le devoir de protéger les minorités, de protéger les animaux, parce qu'on a cette façon d'agir et d'interagir qui est quand même assez exceptionnelle dans l'histoire de l'humanité, que notre intelligence soit au service de la vie et non pas du mortifère, de la destructivité. Est-ce que vous Donc oui, diriez, est-ce que vous diriez aujourd'hui, Carole Bertrand-Vivier, que les éléphants sont une espèce en voie de disparition ou en tout cas en péril dans le monde? mais bien sûr, ils sont en péril, comme beaucoup d'espèces. On sait que dans les dernières 50 années enfin, voilà, depuis 50 ans, hein, je vais le reprendre comme ça, on sait que de multiples espèces sont en voie de disparition et les éléphants sont en voie de disparition. Pour donner un exemple très concret, en Thaïlande, il y a un siècle, ils étaient environ 100 000. Aujourd'hui, ils sont à peine 10 000. Je ne sais même pas si c'est pas 7 ou 8 000, je n'ai pas les chiffres exacts, mais on en est là. On en est là. Et sur le continent africain,
Je connais un peu moins bien, mais j'ai pu aller au Kenya observer aussi ces animaux extraordinaires. Et oui, bien sûr qu'il y a un péril. Et ce péril va forcément rejaillir sur nous. C'est-à-dire qu'on est en train de scier la branche sur laquelle on est posé. Donc, si je regarde ce côté très négatif de ce qu'on est en train de faire, ben, j'ai plutôt envie d'aller du côté positif et d'aller agir. Et il y a beaucoup de personnes qui agissent pour sauver ce vivant, sauver les animaux et prendre conscience que c'est pas sans eux si on veut nous aussi continuer à profiter de cette belle planète. Et justement, comment se déroule ce que vous proposez, à savoir des voyages initiatiques? Comment se déroule un voyage initiatique avec combien de personnes? Et est-ce que les Thaïlandais eux-mêmes sont respectueux des éléphants quand vous y allez? Oui, alors comment se passe déjà sur cette première question, comment se passe un voyage initiatique? En tout cas, comment moi je le propose, je l'initie, c'est-à-dire que nous allons rencontrer les éléphants dans la jungle, dans des camps éthiques, donc qu'on appelle là-bas des sanctuaires, qui sont des espaces de semi-liberté pour des éléphants qui ont été dressés, qui ont souvent été maltraités et qui maintenant vivent leur plus belle vie en semi-liberté parce qu'ils ne peuvent pas retourner à l'état sauvage à cause des conflits de territoire avec les humains. Mais en tout cas, dans l'évolution du tourisme thaïlandais, on voit de plus en plus des camps qui ont pris conscience de cette maltraitance, parce que nous, en tant que touristes, on leur propose, on amène autre chose, c'est-à-dire qu'on refuse de monter sur les éléphants, par exemple, ou de participer à des cirques. Voilà, je veux dire, c'est une rencontre dans le plus grand respect. Donc, c'est ce que j'amène. Ce que j'ai à cœur d'amener, c'est pour un petit groupe de stagiaires de moins d'une dizaine de personnes, c'est vraiment d'aller les rencontrer dans leur plus simple vie, je dirais, de les observer, de prendre contact avec eux s'ils souhaitent prendre contact avec nous, ne rien forcer. Ne rien obliger et simplement amener dans le regard des Thaïlandais aussi une autre façon d'interagir avec leurs éléphants, puisque dans leur culture, depuis la nuit des temps, il y a eu, comme nous, on l'a fait avec nos chevaux. Enfin, je veux dire, on n'a pas de Oui, leçon à donner de ce tout à côté-là, mais fait. c'est une culture de soumission, puisque l'éléphant bah, oui, subissait une sorte d'esclavagisme, travaillait dans les forêts. Le travail dans les forêts a été interdit il y a quelques années, donc les Thaïs ne savaient plus comment vivre non plus. Faut aussi voir dans leur contexte de vie. Cette source de revenus s'est tarie, donc il a fallu trouver une autre source de revenus qui a été le tourisme. Sauf que c'est passé sur du grand n'importe quoi, avec du tourisme de masse abusif et maltraitant. Donc, les éléphants ont été dressés d'une manière très sévère. On arrache les petits à leur mère. Je passe les détails parce que j'ai vraiment pas envie de donner des détails sordides. Mais enfin, voilà, il y avait vraiment quelque chose de sordide et de tragique. Donc, et aujourd'hui, je vois comment ça peut bouger parce que nous aussi, on refuse de participer à un système de maltraitance, en fait. Donc, les Thaïlandais ont à cœur de développer un tourisme qui correspond à ce que nous, on a envie de vivre. C'est pour ça que notre responsabilité, elle est importante. Dire, c'est être acteur de quelque chose, acteur de toute consommation. D'ailleurs, on peut extrapoler sur tout type de choix d'achat, de consommation et de voyage. Donc, pour moi, le tourisme est en train de changer. On n'en voit pas encore vraiment les effets parce qu'il y a aussi beaucoup de tourisme low cost, mais il y a des prises de conscience. Je me rends compte que les gens ont envie de partir différemment parce que voyager, bah, ça fait partie de notre condition humaine. C'est inhérent à notre condition humaine. Nous sommes des nomades. Donc, il y a quelque chose à respecter dans le fait d'aller à un endroit, d'avoir envie de rencontrer d'autres cultures. Mais je crois qu'il faut se mettre à un autre niveau de rencontre. Et vous ne le faites pas seul, je crois que vous avez, on voit souvent des Thaïlandais autour de vous. Je crois qu'il y a un guide qui est assez particulier. Et vous allez dans quel village exactement quand vous allez là-bas? Alors, moi, sur place, j'ai une agence qui m'aide depuis des années, c'est Safarine, et qui a été créée par un Français, David, qui vit en Thaïlande depuis une vingtaine d'années, qui est établi en Thaïlande, qui a créé cette agence et qui organise mes stages
Et donc, j'ai un guide qui est dédié parce qu'il y a eu une rencontre de cœur incroyable, comme si on s'était toujours connus, comme si j'avais vécu en Thaïlande. Et Tik, puisqu'il s'appelle Tik, est un frère, hein, enfin, c'est vraiment quelqu'un que je respecte énormément. Un vrai lien de cœur. Et donc, il participe au stage parce que pour moi, je ne peux pas imaginer aller en Thaïlande sans rencontrer Tik et sans qu'il soit aussi acteur de ce que je propose. Parce que voilà, il y a quelque chose de très, de très, j'allais dire, fusionnel entre nous, mais c'est peut-être un peu ça. En tout cas, je ne parle pas le thaï, assez mal l'anglais, mais on se comprend quoi, dans nos regards et il connaît bien bien sûr la Thaïlande et la région du nord où nous allons, dans les villages où nous allons, il est chez lui, donc il m'amène aussi sa culture, il m'aide à poser des rituels parce qu'il est bouddhiste comme la plupart des Thaïlandais. Donc, c'est vraiment quelqu'un de très précieux. Et donc, nous allons dans la région de Chiang Mai, mais dans les montagnes. C'est-à-dire qu'on quitte même Chiang Mai et on va à peu près à 1 heure et demie de la ville pour aller au cœur des montagnes, rencontrer les Karen, qui sont les tribus qui vivent dans ces montagnes d'une façon très rustique, qui évoluent avec leurs éléphants, puisqu'ils travaillaient dans les forêts avant avec leurs éléphants. Donc c'est une tradition, c'est une vie de famille avec leurs éléphants, dont ils prennent soin. Il y a en général assez peu d'éléphants par rapport à des camps à touristes où on peut en trouver une cinquantaine. Là, on va trouver 2 à 6 éléphants, 8 éléphants maximum. Donc on est vraiment dans des regroupements familiaux. Et voilà, avec Tic, on est tous les deux dans une belle complicité pour montrer justement il est possible de rencontrer ces carènes, de vivre même avec eux parce qu'on dort 2, 3 nuits dans les montagnes avec les carènes et de voir que tout ça, ça s'articule, que ils ont à cœur de venir nous rencontrer comme nous, dans cette ouverture du cœur, on peut vraiment apprendre de leur vie simple, de leur belle vie, avec de la rudesse, avec de la pauvreté, mais aussi avec un grand sourire. Moi, quand je vais en Alors, Thaïlande, voilà, je garde le sourire, je garde l'accueil. Mm. de toute façon, vous l'avez même aussi ici dans l'Hexagone, qu'est-ce que vous dites à ceux qui participent à ce voyage initiatique, hein, le mot initiatique est important, Mm. qu'est-ce qu'il ne faut pas faire justement en présence d'éléphants? Ce qu'il faut pas faire, c'est aller leur demander quelque chose, c'est-à-dire qu'on va attendre qu'ils s'avancent vers nous, qu'ils nous contactent. Donc, je leur propose d'être vraiment dans une posture d'ouverture, de confiance, sans agitation, dans la respiration, les yeux fermés en général pour la première rencontre, pour pouvoir vraiment se connecter avec tous ses sens. Donc, c'est vraiment un voyage très sensitif, très sensoriel, parce que les éléphants, quand ils marchent, ne font pas de bruit, mais par contre, ils mangent beaucoup, donc on entend des bruits, des crunch-crunch, comme je le dis. Donc, c'est vraiment un éveil à tous ces sens. Donc, oui, c'est d'y aller avec une posture très humble et d'accueil plutôt que d'aller se servir, quoi. Je ne supporte pas l'idée de faire de l'éléphanthérapie ou de faire du tourisme de base. Vraiment, j'insiste là-dessus. Un voyage initiatique n'est pas un voyage touristique puisque on est vraiment dans l'écoute de ce qui se passe, dans un espace d'accueil, de présence et dans un donner-recevoir. C'est parce qu'on va pouvoir se positionner d'une manière, encore une fois, très humble et très accueillante, que les éléphants vont venir vers nous et ils ont une capacité de résilience qui est extraordinaire parce que très souvent encore, ils ont été maltraités et ils viennent vers nous. Et moi, ça me touche, là, rien que d'en parler, j'ai beaucoup d'émotions, ça me touche. Je me dis, mais waouh, quelle belle leçon de vie parce que souvent ils ont été séparés de leur famille alors que voilà, ce sont comme nous des animaux, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui vivent en famille. Bon, ces camps éthiques tentent des rapprochements familiaux, donc ils vont aller rechercher les éléphants un peu dispatchés à droite à gauche, mais c'est pas toujours évident parce que bon, voilà, il y a des contextes économiques et géographiques qui permettent pas tout. Mais voilà, on est vraiment dans de la réparation pour une meilleure cohabitation. Et je crois que partout dans le monde, si on n'accède pas à ce principe de coopération et de cohabitation, même entre humains, on va pas y arriver. Là, on est à la porte de quelque chose.
Donc, saisissons toutes ces opportunités de communication, puisque la technologie nous le permet, mais vivons-la vraiment profondément dans le cœur. Alors, vous parlez justement de réparation. Est-ce qu'en retour, par rapport parfois aux conclusions que peuvent vous faire, ou en tout cas les remontées d'impression que peuvent vous faire vos stagiaires, est-ce qu'ils sont réparés en retour à travers ces voyages initiatiques? Ça serait un peu trop facile parce que c'est pas quelques jours passés dans cet univers incroyable c'est pas ces quelques jours qui peuvent apporter toutes les réparations, mais en tout cas c'est un pas de plus. Voilà, on est à la porte de quelque chose, il y a un pas qui est franchi. Parce qu'il faut déjà oser aller les rencontrer. Tout à fait. Et puis mon accompagnement, voilà, dans ces temps de méditation guidée, parce que c'est ça aussi, c'est amener les stagiaires dans un espace de silence pour mieux écouter ce qui se passe. Donc mon accompagnement de psy aussi, hein, parce que je suis à cet endroit-là, permet aussi d'aller oser déposer quelque chose. Donc il y a souvent un avant et un après voyage. Donc pour moi, ce qui est joyeux avec cette rencontre et la rencontre avec mes stagiaires, c'est effectivement l'après, quand on garde le lien et que je vois qu'il y a des choses qui bougent, les lignes bougent, soit dans des changements de posture simplement, mais aussi de profession, oser quelque chose dans une reconversion, oser être qui on est, enfin d'être vraiment dans sa puissance et non pas sa toute puissance. La puissance de l'éléphant, elle est là. Enfin, je veux dire, quand on est face à un éléphant, on sent bien qu'on est une petite chose et pourtant il nous regarde avec un regard très, très précis. C'est comme un scanner qui nous touche au cœur et il y a une explosion d'énergie qui nous traverse et qui fait qu'on ouvre la porte à une intention que j'aide à poser. Pourquoi tu es là? De quoi tu as besoin? Et avec quoi tu reviens? Donc oui, ça fait partie du processus du stage, c'est d'amener pendant tous ces jours avec les rituels que je prépare avec TIC et la rencontre avec les éléphants et les carènes, c'est d'amener des compréhensions. On n'est pas en psychothérapie de groupe, pas du tout. Ça se fait dans le partage, ça se fait dans le ressenti. Et j'essaye effectivement de faire en sorte qu'on quitte le mental, le blabla, la culpabilité. Donc on pose la culpabilité, on pose les peurs, enfin tout ce qui est possible de faire. Et c'est magique de pouvoir le faire dans un endroit aussi exotique qui est propice à ces marches chamaniques et à ce temps en soi de calme, de silence pour mieux se connecter à sa véritable nature. En tout cas, c'est une vision de la Thaïlande qui est somme toute assez singulière et complètement différente de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Hein. Les rues avec plein de jeunes femmes ici et là, le cannabis, etc. Et à vous entendre, ça donne envie justement d'aller en Thaïlande pour ça. J'ai vraiment envie de transmettre ça. Et oui, c'est comme je dis souvent, une parenthèse enchantée. Et la Thaïlande, c'est pas que ce qu'on pense de la Thaïlande. Il y a aussi ça, mais on est tous dans nos contradictions, on est tous dans nos paradoxes, partout dans le monde. Et la Thaïlande, c'est aussi un pays magique, d'autant plus quand on va dans les montagnes, où on est préservé du tourisme de masse, où vraiment on vit une simple vie avec ce peuple karen, avec ces éléphants. Et c'est un accueil incroyable. S'il fallait, quelle est votre source d'inspiration en préparant l'émission? On parlait d'une grande dame au niveau des éléphants. Je vous laisse nous en parler. Quelle serait votre référence en termes d'approche des éléphants en Thaïlande? Alors, une référence pour moi, c'est Lek Scheller, qui est une femme incroyable qui, depuis 30 ans, se bat pour la réhabilitation des éléphants, qui en sauve. Elle a créé un label et un camp qui porte ce nom, Elephant Nature Park. Et Lek se bat vraiment, et c'était pas simple, en tant que femme thaï, parce que la complexité du rapport à l'autorité et à l'homme qui était là, qui l'est moins. Et elle a profité, entre guillemets, de la crise sanitaire pour vraiment aller rencontrer les propriétaires des camps, parce que ils étaient exsangues, il n'y avait plus de touristes, il n'y avait plus rien. Donc les éléphants étaient dans une condition de grande difficulté, c'est-à-dire qu'on ne les nourrissait pas, il n'y a pas de touristes, donc il n'y a pas de moyens, donc il n'y a pas de nourriture. Donc elle est allée vraiment leur expliquer que le tourisme était en train de bouger.
et ça bouge, et elle continue à œuvrer, elle est incroyable, donc elle est assez connue, elle a des moyens, elle fait des appels de dons, elle a des moyens, et elle va sauver encore des éléphants, c'est-à-dire que maintenant, Et elle a rencontré également notre président Emmanuel Macron. oui, 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 quand j'y étais au mois de novembre 2022, elle a été consacrée par notre président qui lui a offert la Légion d'honneur. Donc, pour dire à quel point son travail est puissant et mérite à être connu. Elle a tourné dans des films, elle fait des conférences un peu partout dans le monde. Elle se bouge vraiment, vraiment, et elle a vraiment fait bouger les lignes là-bas. Et ça, voilà, pour moi, c'est ça qui est beau dans notre humanité, c'est de voir un petit bout de femme qui va pas lâcher l'affaire, et puis tous ces jeunes aussi qui montent au créneau et qui créent voilà, des projets qui sont bien plus en accord avec comme je dis, notre processus d'évolution. Donc tout ça, c'est merveilleux. Mais oui, en Thaïlande, il y a cette femme qui mérite à être connue, qu'on peut rencontrer dans son camp. Moi, je ne l'ai pas encore rencontrée parce que je ne vais pas tout à fait dans sa région. Et Elephant Nature Park est un beau parc. Je crois qu'à l'heure actuelle, elle a dû accueillir au moins une centaine d'éléphants. Qui maintenant, donc les femelles ont aussi des petits parce que les naissances se font aussi dans la mesure où l'éléphant se sent en sécurité. Il y a aussi des naissances, ce qui n'est pas le cas quand il y a des gros stress ou de la pénibilité. Donc, elle ouvre tout ça et elle estampille d'autres camps. C'est-à-dire, je crois qu'en Thaïlande, il y a une quinzaine de camps qui ont son label ENP, Elephant Nature Park. Et cela dit, là où je vais, ils n'ont pas le label parce que, voilà, c'est pas ça qui était là pour eux. Et ils ont la qualité d'Elephant Nature Park. Donc, il y a plein de petits camps familiaux chez les Karen, avec peu d'éléphants, mais qui sont vraiment dans cette lignée de respect et de la bientraitance et qui mériterait à être labellisé. Mais voilà, c'est comme pour tous les labels, on y va, on n'y va pas. Mais c'est de garder dans le fil d'or, voilà, que aujourd'hui, on ne peut plus maltraiter les animaux, on ne peut plus les soumettre à notre pulsion de plaisir. Enfin, c'est un peu redondant, même quand je dis pulsion et plaisir, mais baissons les curseurs pour vraiment respecter les animaux et laissons vivre ces animaux leur plus belle vie et non pas pour un plaisir très fugace et qui est derrière empreint d'une maltraitance incroyable, que ce soit les Laissons, éléphants, les les, les, dauphins. laissons-les vivre et essayons de chuchoter à leurs grandes oreilles, ça serait peut-être mieux. D'ailleurs, Lek, on dit souvent que c'est la femme qui chuchote à l'oreille des éléphants. Les On éléphants. l'appelle aussi Elephant Mother. On pourrait vous écouter des heures et des heures, Carole Oui, Vivier. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. vous pouvez prendre contact avec moi sur mon site. Et je vous remercie infiniment, Patrick, aussi, hein, de me recevoir pour la deuxième fois, 4 ans après, et puis de voir l'évolution de ces projets. Donc, je tiens à ce projet. C'est vraiment un C'est un projet du plaisir de cœur. vous revoir en tout cas. En tout cas, Lumière de Vie vous souhaite une très bonne vie, comme d'habitude, Carole Merci Bertrand-Vivier. beaucoup. À très Merci vite. beaucoup. Belle vie à tous aussi. À très vite.